Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. On a beaucoup parlé des masculinistes au cours des derniers jours, peut-être un peu trop. Vous me direz comment vous voyez ça. On peut pas dire qu'on leur a pas donné l'occasion de s'exprimer. Et c'est vrai qu'il y avait une certaine curiosité par rapport à leur message. Je pense qu'on a compris aujourd'hui que pour certains hommes, l'affirmation d'une certaine masculinité, elle s'exprime en mettant sa femme ou les femmes derrière lui. C'est-à-dire qu'un gars, pour certains hommes, je dis bien certains parce que je pense qu'une majorité de gars, vous pensez pas comme ça, mais pour certains hommes, les valeurs traditionnelles qu'on a déjà donc connues il y a un certain temps et dont on s'est débarrassé, je vous avoue que d'un point de vue féminin, je suis pas fâchée de ça, là. Moi, je me serais ennuyée, mettons, avoir passé ma vie derrière des chaudrons. Mais ça, c'est moi. Bon. Et je suis bien contente d'avoir la capacité de voter. Je suis encore plus contente d'avoir la capacité aujourd'hui de pouvoir vous parler. Dans certains pays, on interdit ça aux femmes. Le droit de parole, le droit d'exister. Si on pousse même plus loin, si on pense à l'Iran, si on pense à l'Afghanistan, vous allez me dire, wow, un matin, là, Isabelle, calme-toi, nous sommes au Québec. Mais vous savez, cette mouvance masculiniste qui nous occupe ces jours-ci au Québec, elle vient d'où? Elle vient beaucoup des États-Unis aussi. Puis ça prend un gars qui dit des énormités sur Internet pour que ça fasse des petits chez nous. Et on l'a vu dans le documentaire Alpha, dont on a beaucoup parlé. Et dans ce documentaire-là, c'est fascinant de voir qu'il y a des jeunes d'ici qui sont... c'est pas hermétique, ce discours-là. Ils sont intéressés parce que ce genre de gars dit, là, quand un gars dit, moi, ma blonde, là, je veux pas qu'elle s'habille comme ça, puis je vais lui dire qu'elle a pas le droit de faire ça, bien, il y a des jeunes garçons au Québec qui disent, oui, il a raison. Puis en même temps, ben, le malheur dans tout ça, puis je vais vous donner la parole ensuite parce que j'aimerais beaucoup avoir votre opinion là-dessus, puis je vais vous présenter mes invités pour discuter de masculinité. Le malheur dans tout ça, c'est qu'on met tous les hommes dans le même panier. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que je vous dirais que la majorité, moi, les gars que je connais puis qui sont autour de moi, c'est pas des masculinistes puis c'est des gars qui respectent vraiment beaucoup les femmes. Puis je vais vous dire que les féministes qui sont autour de moi sont des femmes qui veulent juste le bien des gars puis qui ont envie de vivre en équilibre avec les hommes autour d'elles et certainement pas en opposition. Mais comment briser le silence des hommes? Ça c'est une question, moi, qui me chicote et qui m'intéresse depuis plusieurs années. J'ai eu le plaisir de côtoyer un peu Guy Corneau, grand psychanalyste québécois qui est décédé aujourd'hui, mais qui a laissé une œuvre importante. Et cette œuvre-là, c'est Homme Québec. Homme Québec a fait des petits, ça a donné l'occasion à plusieurs hommes de partir des groupes de discussion, des groupes de réflexion dans plein de régions du Québec. Puis il y a des gars qui sont conscients d'une certaine colère qui transportent, une colère intérieure, puis ils sont pas capables de gérer ça. Puis avant de faire la une du Journal de Montréal parce qu'ils ont assassiné leur conjointe ou leur ex, ils se disent « je vais me prendre en main ». Mais c'est pas évident, ça, de faire ça. Ça prend beaucoup de courage, ça prend d'abord une reconnaissance que tu as un enjeu. Et il y a des hommes qui, depuis toutes ces années, les accompagnent. Alors, je voulais donner la parole aux gars ce matin. Là, je parle beaucoup, mais je vais me taire, vous allez voir. Je vais vous donner la parole. D'abord, je vous allez me permettre de donner les numéros de téléphone pour nous joindre. 1-877-827-2346 pour nous appeler. J'espère que vous allez le faire. Les gars qui nous écoutent, les messieurs, appelez-nous. Puis dites-nous comment vous vous sentez. Moi, je veux juste, là, puis on va vous écouter. Il n'y a pas de jugement, vous le savez, à cette émission. Moi, je vous écoute. Et là, j'ai deux magnifiques hommes avec moi à côté qui vont également, peut-être, sans doute, pouvoir vous donner des outils si vous en avez besoin. Par texto, vous faites le 187 Cube Radio. Pierre Lheureux est chercheur, formateur, travailleur social, thérapeute, conférencier et plein d'autres choses. Il est aussi récipiendaire du prix Homme Québec cette année dans la catégorie individu. Merci d'être là, Pierre Lheureux. Merci, Isabelle. Quelqu'un que vous connaissez bien parce qu'il anime à Salut Bonjour Week-end, auteur, conférencier, gars de radio, Richard Turcotte, porte-parole d'Homme Québec. Merci d'être là, Richard. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Je disais, là, je parle beaucoup, mais je voulais bien mettre la table pour essayer là, qu'on comprenne bien l'angle de ce matin. Et c'est le silence des hommes. Est-ce que, bon, je vais commencer par Pierre, parce que le silence des hommes, vous essayez de le briser depuis tellement d'années. Les hommes parlent plus aujourd'hui, Pierre. Infiniment plus. Infiniment plus. Je dirais quelque chose de tout simple. J'ai commencé à pratiquer en CLSC en 1976.
Ça a pris 5 ans avant que je voie un homme comme client. Quand j'ai quitté en début 2018, 45% de mon caseload était composé d'hommes. Donc, il y a eu vraiment un gros changement au Québec. Immense évolution. Pourquoi les hommes ne parlaient pas à l'époque? Je pense que le modèle était très clair. Tu te tais, tu serres les dents, tu fais ce que tu as à faire, tu te plains pas. Non, ça, c'était le modèle vraiment le modèle traditionnel. Ça a changé beaucoup pour toutes sortes de raisons. Des gens comme Guy, qui ont donné la parole à des hommes ordinaires, qui les ont amenés jusqu'à la télévision avec Jeannette, pour que d'autres hommes disent « Ah, on peut parler de ça, c'est pas tabou, je suis pas quelqu'un de faible ou d'inadéquat parce que j'ai des émotions, parce que je vis des moments difficiles et que ça m'affecte. » Donc ça, oui, ça c'est immense comme changement. Et je dirais qu'il y a aussi au quotidien de plus en plus de modèles d'hommes, si on tourne la tête juste autour de nous souvent, puis qu'on porte un peu attention, qu'on ouvre les oreilles, on entend des hommes parler de toutes sortes de choses. Moi, je suis beaucoup entouré de jeunes intervenants. Je fais surtout de la formation et de la supervision. Et ce que je vois chez ces jeunes intervenants-là, c'est que, contrairement à ma génération, quand on a commencé, ils parlent d'eux-mêmes. Ils parlent de leurs défis, ils parlent de leurs difficultés. Une des équipes que je suis en ce moment, il y a 4 jeunes hommes qui viennent d'avoir leurs premiers enfants dans les 2 dernières années. Ces hommes-là ont une vulnérabilité que je n'osais pas, moi, avoir quand j'ai vécu la même expérience. Vous l'aviez, mais vous sentiez pas à l'aise de l'afficher. De l'afficher, exactement. C'est lourd, ça aussi. Oui, absolument. Puis c'est une partie du drame qui fait que beaucoup d'hommes, c'est pas toujours une question de génération. J'ai connu des hommes, j'ai un bon ami à moi, 90 ans, Aimé. C'est un homme qui a toujours été sensible et qui l'a affiché. Mais c'était une exception, c'était un ovni dans sa génération. Alors que ce que je te nomme par rapport aux jeunes intervenants dans la vingtaine, début trentaine que j'accompagne en ce moment, c'est que pour eux, il faut. Si je parle pas, je vais être tout croche. Si je suis tout croche, je serai pas le fun. Je serais pas un bon père, je serais pas un bon conjoint. Je serais pas un bon conjoint. Alors, c'est immense. En même temps, c'est pas mur à mur. Il y a des jeunes hommes, puis la mouvance qui nous a préoccupés ces dernières semaines de ces influenceurs est là. Il y a des jeunes hommes qui, au moment où ils cherchent à se définir, ils cherchent à savoir c'est quoi d'être un gars aujourd'hui, vont être exposés à ces messages-là, aussi bien qu'à d'autres messages plus positifs, mais comme plein d'autres messages, je dirais négatifs. Moi, je n'hésite pas à dire que c'est négatif. Ça peut avoir de l'emprise pendant un certain temps. Quand tu te cherches, quand tu n'es pas sûr, quand les modèles qu'on met en évidence comme des succès, c'est un président des États-Unis qui pogne les fesses et les parties de femmes puis qui s'en sort. Il nomme son ministre de la Justice, qui est lui-même quelqu'un qui vient d'échapper à des poursuites criminelles pour abus sexuels. Quand tu vois que c'est ces gens-là qui sont au pouvoir, que c'est ces gens-là qui gagnent, que le gars qui prétend être un millionnaire, puis qui se fait photographier avec une Rolls-Royce à la page couverture du Journal de Montréal, est en fait un fraudeur. C'est attirant. Là, vous parlez de Julien Bournival. Là. Oui, t'as l'air gagnant, t'as l'air hot. Puis oui, ça attire des femmes, honnêtement. Il y a des femmes qui réagissent à ce modèle-là de succès et se prennent, elles aussi, parfois, à ce jeu-là. Donc, c'est sûr que pour un gars qui se cherche, qui n'est pas très sûr de lui-même, c'est tentant en crise comme message. Richard, toi, tu t'impliques avec Homme Québec. Oui. Pourquoi, d'ailleurs? Parce qu'on me l'a demandé. Christian-Marc Gendron, qui est un des ambassadeurs, a parlé de moi, ou ils se sont parlé ensemble. C'est un ami. Puis, je pense qu'ils ont vu quelques publications sur les réseaux sociaux que j'ai fait. Moi, je m'efforce toujours de faire des publications positives. J'aime pas tellement être dans le négatif parce qu'il y en a d'autres qui s'en occupent, puis c'est correct, ça leur revient. Puis, j'ai pas ce casting-là, de toute façon. Pas que je m'indigne pas des fois, mais quand même. Mais moi, je suis beaucoup dans la beauté, le partage, puis j'ai pas peur de mettre mes émotions en avant. J'ai perdu une amie dernièrement du cancer, puis j'ai fait un hommage sur les réseaux sociaux. J'ai parlé d'amis gars aussi, que je leur rends hommage de quelque façon que ce soit. Puis je pense que ça les a touchés, que j'ose mettre mes tripes sur la table comme ça, sans retenue. Puis dans le bon esprit aussi, pour construire quelque chose et non pas détruire quelque chose. Puis je pense que tout ça a fait en sorte que mon nom est sorti, puis j'ai dit oui, mais j'ai surtout dit oui après que j'ai vu les chiffres. Les taux de suicide, c'est 3 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. 70% des hommes parlent à personne de leurs problèmes ou de comment ils se sentent. Puis la moitié de ces hommes-là sont agacés quand on leur demande
t'as l'air d'avoir quelque chose qui va pas, tu veux en parler? Ils sont agacés. Fait que ça, déjà, ces chiffres-là, pour moi, ça comme on dit en anglais, ça close le deal. Ouais. Je me disais, OK, ça on y vient va, de chercher, je là, fonce, ça. là. Ouais. Voilà. Toi, Puis, comment tu le vis avec ta gang d'amis, par exemple? très bien, parce que j'ai des amis qui sont excessivement... on partage beaucoup. T'sais, pour te dire, moi, je vais dans des spas avec des gars. Mes chums de gars, on fait des journées au spa. Pas avec nos blondes, rien, non. On y va en gars. Puis qu'est-ce qui arrive quand on va dans les spas? Ben, on jase. Puis on jase de nos affaires. C'est donc bien chouette, ça. Absolument. Puis j'ai aucune gêne à dire ça. Nous autres, c'est comme ça que ça se passe. Puis j'ai des amis avec qui j'ai une bonne brochette d'amis, je te dirais. Fait que si j'ai tel problème ou tel ressenti, ben là, j'ai le goût d'appeler lui. Si c'est d'un autre département, ben je vais appeler l'autre. Puis ça peut changer selon le temps aussi. Ouais. Fait que j'ai vraiment des ressources. Puis j'espère être cette ressource-là aussi pour les autres qui m'entourent, mes amis. Moi, j'adore ça que tu dises, Richard Turcotte, que tu t'en vas au spa avec des chums de gars. Ça fait changement de l'aréna puis de la chambre de hockey. Là. Ce que je fais aussi. Oui, tu le fais aussi? Absolument, 2 Mais fois par on a semaine. l'impression que c'est quand même plus accolé à un modèle de gars, tu sais, qui est un vrai gars, là, Ouais. jouer au hockey dans les arénas. Est-ce qu'on Ouais. se dit les vraies affaires toutefois tout le temps, tu sais? Ben, je pense que personne ne se dit toujours les vraies affaires tout le temps. Là. Gars, fille, chambre de hockey ou ailleurs. Puis des fois, dans la chambre de hockey, tu te dis plus les vraies affaires qu'ailleurs aussi. Ouais. Fait que il n'y a pas de modèle de quand on se dit les vraies affaires et comment, selon moi. C'est vraiment avec l'individu avec qui t'es. Tu décides si oui ou non je vais lui dire les vraies affaires, puis jusqu'où je vais lui dire les vraies affaires. Jusqu'où il est capable de l'entendre au moment où on se parle là. Peut-être que le 10% que j'ai pas dit, j'y dirai plus tard quand il aura assimilé le 90% que j'ai passé aujourd'hui. T'sais. Mais est-ce que tu vois qu'il y a des gars qui sont moins... T'es dans les médias, la parole, c'est ton outil de travail. Mais il y a des gars pour qui ça ne l'est pas, là. Oui, mais... C'est moins facile de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. J'aime voir quand un de mes amis, par exemple, dans un département X, a un blocage, d'essayer, je tourne alentour de ça pour essayer de débloquer cette espèce de blocage-là, sans lui dire, ben là, t'as vraiment un blocage là-dessus. Mais puis après ça, le laisser partir. C'est drôle parce que ça m'est venu avec j'ai suivi des cours d'acting de John Strasberg, le fils de Lee Strasberg, et ce gars-là est un coach renommé, mais je pense que sa plus grande force, c'était jamais de te donner de réponse, c'était toujours de te donner des questions. De faire en sorte que tu repartes. Il se met une graine en dedans de toi, toujours dans le domaine du jeu, mais veux pas, ça travaille tout ton être. Puis là, tu partais, puis tu disais, OK, il m'a dit ça. Là, tu continues à travailler, mais de façon organique, parce qu'il l'avait planté la graine en toi. Fait que là, ben, je trouve que d'avoir des conversations comme ça avec des amis, des proches, fils, père, peu importe, c'est le fun aussi des fois de juste planter la graine puis de dire on se reparle plus tard. Ouais. Parce que là, c'est l'autre qui va faire son propre travail. Tu dis qu'il n'y a pas forcément de modèle de lieu, mais ce qu'on entend aussi, c'est qu'il n'y a pas forcément de modèle aujourd'hui masculin inspirant. Toi, est-ce que tu en as, Richard? Absolument. Ouais. Je suis un gars qui s'appelle Simon Sinek, qui fait des conférences à travers le monde. J'écoute ce qu'il dit, puis je trouve tellement que ce gars-là a réfléchi longtemps sur sa vie. J'étais allé voir en conférence François Lemay, il m'a brassé des trucs dans le mois que j'ai dit, je cherchais une réponse à telle affaire en particulier, puis c'est lui qui me l'a donné. Fait que ça m'a servi. Une autre, Brené Brown, qui est je l'ai vu sur Netflix 3 fois son documentaire. Pas documentaire, c'est une conférence. C'est une sommité. Puis on parlait de vulnérabilité. Elle, c'est sa spécialité. Elle a fait une thèse là-dessus. Puis évidemment, la vulnérabilité, c'est souvent le fer de lance de nos conversations parce que être vulnérable, pour elle, c'est une force. Donc, elle se dit, si je suis devant vous puis je suis pas vulnérable, je suis faite. Mais effectivement, il y a des fois où elle n'a pas été vulnérable, puis c'est ça qu'elle met de l'avant. Donc, en le mettant de l'avant, elle est en train d'être vulnérable. Oui. Fait que c'est brillant, je trouve, puis c'est une force, la vulnérabilité. Tantôt, j'étais en entrevue radio, puis l'animateur avec qui je parlais, jeune animateur dans la trentaine, il dit « Hey, on s'est rencontrés il y a 10 ans, puis t'as assisté à ma première intervention radio, puis j'avais dit que j'étais nerveux, tout ça, puis quand on s'est vu plus tard dans la journée, tu dis « Hey, je t'ai entendu à la radio. » Puis tu me dis « T'as bien fait de mettre ta vulnérabilité de l'avant parce que ça va t'aider toujours dans ta vie d'animateur. » Il s'en souvenait. Il s'en souvenait. Ouais. J'ai dit « Ben merci de me dire ça parce que tu vois, moi, tu viens de faire ma journée à moi. Là. »
de voir que ça a été, qu'il y a eu de l'écho, tu sais. Oui, tout à fait. C'est ça qu'on espère, d'ailleurs, c'est que les conversations... Ben, c'est ça, l'idée, en fait, Pierre, je reviens à vous, Pierre Lheureux, pendant toutes ces années où vous semez des graines dans la tête des hommes pour qu'ils puissent se sentir libres de discuter d'à peu près tous les sujets, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des sujets qui sont plus tabous que d'autres? Parce que on a l'impression... C'est une impression, mais des fois, elle se réalise, elle s'exprime véritablement. C'est que beaucoup d'hommes vont s'exprimer, mais vont le faire à travers la violence ou l'agressivité. Et ça, c'est pas ce qu'on souhaite. Pour personne, d'ailleurs. Il y a des femmes qui le font aussi. Les hommes n'ont pas le monopole de la violence, mais disons que on le voit plus chez l'homme quand même. Tout à fait, puis c'est en bonne partie parce que, un peu comme le dit Richard, on a souvent eu comme modèle de dire si j'ai l'air vulnérable, si j'ai l'air faible, si j'ai l'air d'être affecté par quelque chose, je suis pas correct. Alors forcément, on tasse carrément. On tasse toute une gamme d'émotions qu'on vit, la peine, la peur, l'ambiguïté, l'ambivalence, le doute. Alors c'est sûr, qu'est-ce qui reste? J'accumule. Et puis quand je suis trop plein, c'est sûr que ça sort pas bien. Et c'est pas nécessairement de la violence. Dans certains cas, c'est carrément de la peine, de la peur, de l'inquiétude, de la panique qui sort en mode expressif un peu intense, là, de la colère. Et donc, oui, c'est ça. Cet aspect-là est un peu difficile parce que si on se prive comme homme de notre vulnérabilité, exactement comme tu le dis, Richard, le risque, c'est qu'elle va nous rattraper. Elle ne disparaîtra pas. Les expériences que l'on vit, qui nous bouleversent, qui nous touchent, qui nous inquiètent, elles s'en vont pas parce qu'on n'en parle pas. Elles s'accumulent dans les raccoins, puis à un moment donné, les raccoins sont pleins, puis ça déboule. J'ouvre le garde-robe du corridor, puis j'avais oublié que mes peines d'amour, tous les trucs de mon ex que j'avais gardés parce que je n'osais pas les jeter, mon chum avec qui je suis en brouille depuis des années, le fait que j'ai dû quitter l'équipe de hockey parce que j'étais moins capable de tenir le rythme, j'ai tout pitcher ça dans le garde-robe de l'entrée. Puis là, quand j'ouvre le garde-robe de l'entrée une journée, parce que là, j'ai besoin d'un imperméable, parce que je trouve que ça me tombe pas mal dessus, tout le reste sort. Fait que c'est là que ça sort mal. Si je suis vulnérable, comme le dit Richard, au quotidien, si j'ai des gens autour de moi à qui je peux un peu parler, si j'ai des gens autour de moi qui me regardent de temps à autre, même pas tous les jours, là, puis qui me demandent « Comment tu vas? » Puis pas « Comment tu vas, là? » Comment tu vas? Un vrai comment tu vas. Un vrai comment tu vas. Ouais. Puis pas par inquiétude, là, je veux savoir comment tu vas. Fait que si nous, on fait ça avec les hommes qui nous entourent, il y a beaucoup moins de risques. Et si les hommes qui nous entourent, tranquillement, eux-mêmes apprennent à faire un petit peu plus ça, comment je vais? De quoi j'aurais besoin aujourd'hui? Ils risquent moins d'attendre, d'être pleins comme des œufs, pleins à exploser. Exploser de peine, exploser de peur, exploser d'inquiétude, ça fait une explosion pareille. Mais de pareille. Colère aussi, je pense qu'il faut le nommer. Oui. C'est parce que c'est souvent le véhicule qui n'est pas trop discarté parce qu'il est toujours un peu en sous-main. Ça, c'est la partie pernicieuse. Elle est toujours un peu en sous-main, la colère, valorisée parce qu'elle est associée à des choses comme la performance, l'agressivité, valorisée dans le sport, les affaires, et toute une gamme de métiers. Alors, l'agressivité n'est jamais bien loin parce qu'elle est valorisée dans plein de choses. Et donc, la colère, l'agressivité, on n'est pas à des années-lumière, là, on est à quelques millimètres d'expérience de vie. Mais c'est drôle parce que chez les masculinistes, justement, on le voit, là. Ils ont des grosses barbes de bûcherons, là. Ça s'affirme dans le poil, dans la virilité physique, puis aussi dans le, tu sais, on va aller faire du gym. De la gym à outrance, on va prendre de la poudre pour se... Il y a des stéréotypes. Il y a des stéréotypes de, tu fais tu bodybuild, là, tu fais vraiment du surentraînement pour avoir des gros muscles, des gros bras, le chest, là, comme... J'essaie de parler leur langage. Je maîtrise pas tous les codes. Chest bras. Mais tu sais, et c'est ça. Puis moi, ça me fascine parce que j'en vois de ça aussi autour de moi. On en connaît tous des jeunes qui pensent que c'est comme ça que va. Donc oui, il y a eu de l'évolution, mais comment vous regardez ce qui se passe en ce moment, Pierre, quand vous voyez que des jeunes aiment ça, ce genre de message-là, y adhèrent? Je dirais que c'est d'une part deux choses. Il faut faire attention de penser qu'ils vont être ça toute leur vie.
La première chose, c'est que ça peut être une période de vie. C'est une phase. Une phase où on se cherche. Ouais. C'est ça les modèles qu'on nous a un peu envoyés. C'est ça qui semble être hot. Fait que j'adhère à ça pendant un bout de temps. Mais la réponse, la plupart du temps, moi j'en ai vu de ces gens-là dans des groupes de thérapie, dans des suivis individuels. Au bout d'un certain temps, ça s'essouffle parce que ça amène pas des relations agréables. Ça amène pas des gens qui nous aiment. Ça amène des gens qui nous admirent. Ça amène des gens qui tripent sur l'image. Ça amène pas nécessairement des gens qui vont se lier, qui vont être vulnérables avec nous. Donc, ça tient un temps, mais ça tient pas éternellement. À moins d'avoir bien du succès mais avec ça. Mais tu sais, ça, on comprend que ce sera des exceptions. Là. Ouais. On a un témoignage avec nous. Jérôme Claveau a été victime de violence quand il était plus jeune. En fait, c'est l'ex-conjoint de sa mère qui était violent. Et évidemment, quand on est dans un milieu violent, il y a des bonnes chances qu'on développe... tu passes souvent de victime à agresseur. Hein? C'est tellement documenté, ça. Et c'est pour ça qu'on doit s'occuper des victimes. Et ça vaut pour les hommes, pour les femmes et autres genres. Il faut s'occuper des victimes parce que ces victimes-là peuvent devenir des agresseurs à leur tour. Et Jérôme est avec nous. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, merci à vous autres de me permettre de partager mon histoire, même si tu viens de me voler le punch. C'est vrai. Ah, désolé, Jérôme, désolé. Mais je trouve ton histoire intéressante parce que tu es allé chercher de l'aide, parce que tu étais conscient que tu avais aussi finalement développé un enjeu de violence. Puis, et je pense que tous les enfants qui ont vécu dans une famille où il y a de la violence familiale, c'est quelque chose qu'on a en nous. Hein. On sait qu'on peut, à notre tour, développer ça. C'est un risque. C'est effectivement un gros risque. Puis tu vois, moi aujourd'hui, j'ai 40 ans. La violence que je l'ai vécue, c'était entre 8 et 10 ans. Donc, c'est un bagage que je porte depuis vraiment longtemps. Puis, même aujourd'hui, j'ai 40 ans, j'ai pas d'enfant. Puis même si j'ai fait un immense travail sur moi-même, j'ai été en thérapie, j'ai arrêté de consommer, j'ai repris ma vie en main, j'ai mis en place des stratégies pour... je me suis outillé pour être capable de gérer mes émotions de manière adéquate et constructive, mais encore aujourd'hui, je sais pas si je vais avoir des enfants parce que j'ai excessivement peur de reproduire les comportements dont j'ai été la cible quand j'étais plus jeune. Donc c'est Jérôme, si je peux me permettre, là c'est vraiment juste mon avis personnel, mais parce que tu as peur, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Si tu n'avais pas peur, peut-être que tu serais encore à risque, je te dirais. Mais tu sais, moi, j'ai toujours eu peur d'oublier un de mes bébés dans mon auto parce que je me connais, j'étais un peu distrait, puis tout ça, puis tu fais des commissions, puis tu te dis, tu sais, c'est terrible, ça, cette histoire-là. Mais parce que j'ai excessivement peur de ça, Dieu merci, mes enfants sont grands, puis c'est pas arrivé. T'es ultra vigilant, tu deviens hyper vigilant. Je sais pas, mais je voulais pas qu'elle me quitte, cette peur-là. Parce que je me disais, c'est elle qui me protège de ça. Fait que je pense que de ton côté, c'est déjà réglé. Absolument. Puis merci beaucoup de ton soutien là-dedans. Le point que je voulais amener, c'est que quand on vit de la violence dans l'enfance, ça laisse énormément de séquelles qui peuvent durer très longtemps, surtout quand tu sais, moi, quand John est disparu de notre vie, à ma mère puis moi, tu sais, ça, c'était son ex-conjoint, hein? Oui, exactement. Ça continue à faire des vagues, ça continue à faire des séquelles. Et moi, j'ai eu à peu près aucune aide psychologique ou sociale ou quoi que ce soit. Donc, tu sais, c'est moi qui ai pris en charge ma propre guérison et je l'ai faite avec les moyens du bord, c'est-à-dire la drogue puis l'alcool. Parce que c'était la meilleure façon de me sentir bien. En fait, c'est la seule façon que j'avais de me sentir bien. Puis, tu sais, ça a duré pendant un bout, mais à un moment donné, tu sais, ces stratégies-là ne fonctionnent plus. Et là, le corps commence à en prendre une shot parce que tu sais, de consommer à tous les jours, c'est très difficile sur le système. Ouais. Alors... et c'est là où on t'a recommandé, bon, t'as téléphoné, c'était avant la pandémie, t'as essayé d'appeler, de trouver de l'aide. Il y avait, pour un psychologue, c'était 2 ans d'attente. Ça s'est vraiment pas amélioré. Mais on t'a recommandé à un groupe d'hommes qui s'intitule Autonomie, c'est leur nom. Ça t'a beaucoup aidé parce que t'as pu commencer une thérapie, Jérôme. Exactement. J'ai pu la commencer rapidement parce que je pense que les hommes, quand on va demander de l'aide, là, c'est parce que il est trop tard, là, tu sais. Il va être trop tard si on n'a pas de l'aide immédiatement.
Donc, moi, quand je suis débarqué chez Autonomie, justement, le système de santé me disait que c'était minimum 2 ans d'attente pour voir un psychologue. Puis ça, c'était au tout début de la pandémie. Autonomie, je les ai appelés et la semaine d'après, je commençais une thérapie individuelle de 6 semaines. Thérapie avec une intervenante qui était spécialisée pour entrer en contact avec un gars puis briser les barrières psychologiques puis émotionnelles puis tout ça, là, puis aller peser sur le bobo puis faire sortir le méchant. D'y aller directement. Puis ça, c'est ce qui a fait une grosse différence parce que moi, dans la vie, je mesure 6 pieds 2, je pèse 210 livres, je suis quand même imposant comme gars. Fait que si je commence à laisser sortir de la colère ou quoi que ce soit, à l'exprimer, même si c'est pas dirigé envers quelqu'un, puis c'est juste que je suis sainement en train d'exprimer ma colère, ben les gens autour de moi vont avoir peur, puis je les comprends parce que je suis imposant, je suis impressionnant. Moi, Hélène, à Autonomie, quand je me suis mis à aller dans la colère puis dans la rage et tout ça, elle en a vu d'autres, donc ça l'a pas impressionné et le fait qu'elle m'accueille là-dedans, ben ça m'a permis de laisser sortir vraiment des très, très grosses émotions, de les exprimer. Et une fois que ça a été sorti, ben là, on a pu discuter de ce qui s'est passé, d'établir des meilleures stratégies, de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, ça a été vraiment, pour moi, excessivement bénéfique d'avoir un soutien d'un organisme comme Autonomie, qui est à Québec, mais je sais qu'il y en a plusieurs organismes comme ça à travers le Québec qui sont spécialisés pour aider les hommes qui sont en difficulté. Puis aider aussi, tu sais, on parle souvent de on va aider les hommes, mais tu sais, quand on aide un homme, on aide aussi son conjoint ou sa conjointe, on aide ses enfants, on aide ses voisins, on aide ses collègues de travail. À chaque fois qu'on vient en aide à un homme en difficulté, on aide vraiment, vraiment beaucoup de gens. Tellement. Hey, Jérôme Claveau, merci beaucoup, Jérôme, de ce témoignage-là qui est vraiment puissant. Comme quoi, briser le silence, c'est vrai que c'est fort. Oui. Hein, merci, beau Jérôme. Beau slogan, c'est ça. un très beau slogan de cette campagne de sensibilisation. Comment t'as aimé ça? J'ai adoré ça, c'est déjà fini? Ben, tu veux dire l'entrevue? Oui. Ben, oui, mais tu peux revenir. Ben, oui, okay. Malheureusement, qu'est-ce que tu veux? Je reviens dans 2 minutes. Bientôt. Mais j'en profite pour dire Québec, homme au pluriel, québec.ca. C'est dans 11 régions sur 17 régions. Puis c'est des groupes virtuels aussi. Donc, si vous voulez jaser, tu sais, le groupe virtuel, ça peut être le beau premier pas vers justement l'écoute des autres, mais aussi partager. Puis le groupe virtuel, ben, tu le fais de chez vous, devant ton écran. Fait que c'est moins impliquant. Puis après ça, peut-être créer des groupes de 6 à 10 hommes. Parce que ça prend des lieux. Hein. C'est ça que je retiens aussi du témoignage de Jérôme. Autonomie, ça a été un lieu où il a pu exprimer sa colère. Tu sais, quand on dit faire sortir le méchant, mais pas dans le visage de ta conjointe, mais ou devant tes enfants, pas que ça finisse mal, mais bien de trouver un lieu. Puis après, là, on peut avancer, Pierre. Je pense que c'est ce que vous avez fait, vous, depuis toutes ces années. Tout à fait. Puis, ce que Jérôme nommait, puis ce que Richard renforce, c'est, Homme Québec, c'est un des premiers lieux pour commencer, très facile d'accès parce qu'il est universel via le réseau web maintenant. Mais des autonomies, il y en a dans plein de régions du Québec qui sont parfois malheureusement moins connues, peu pourvues financièrement, mais à Montréal, par exemple, il y a le Centre de ressources pour hommes de Montréal, il y a un centre de ressources pour hommes à Granby, qui s'appelle Ressources pour hommes au Tiamaska, il y en a un à Drummondville. Il y a Entraide pour hommes aussi. Il y a l'Entraide pour hommes. Qui est un groupe... un très gros groupe qui dessert une grande partie de la Montérégie. Ouais. Donc, il y en a plusieurs. Et si vous êtes en région, vous savez pas, vous n'arrivez pas à le trouver dans votre région, appelez l'un de ces organismes-là qu'on a nommés, puis on va vous diriger vers la ressource de votre coin. Vous allez avoir la même qualité d'accueil, la même capacité de recevoir toute la gamme des émotions que les hommes vivent, puis d'aider à décanter tout ça, puis retrouver l'équilibre. Alors oui, il faut encourager les hommes qui vivent un moment difficile à ne pas rester seuls. S'ils ne sentent pas immédiatement autour d'eux un ami capable, bien, commencez avec une ressource comme celle-là, qui sont vite accessibles par rapport, malheureusement, à ce qu'on voit aux ressources professionnelles. Là. Mais on l'a bien vu dans le témoignage tout à l'heure de Jérôme, mais j'ai l'impression que les hommes qui posent le geste, qui appellent, ils ont déjà fait un cheminement. C'est comment toucher ceux
qui risquent de l'échapper, là. Péter leur coche puis que ça sorte mal, tout croche et violemment. C'est ceux-là, il me semble. C'est comme les récidivistes là, de l'alcool au volant. On dirait qu'on ne sait plus quoi faire pour les pogner. Mais les hommes, justement, qui ont une violence, là, qui ont de la difficulté à reconnaître. Je dirais violence ou n'importe quelle autre difficulté. Ça Ouais. peut être un deuil que j'arrive pas à passer, un changement de vie que j'ai pas vu venir puis avec lequel j'arrive pas à coper. Un mal-être que tu peux même pas mettre de T'as de la nom misère dessus. Tu as de la misère à mettre des mots T'es dans le noir. dessus. Exactement. Mais ça, je dirais, je pense que tu Mais as je dit dis quelque violence chose. parce que... Oui. Excusez-moi, Pierre, mais violence parce que cette violence-là Ben là, ça peut tue être. des femmes C'est ça, exact. et des enfants. Voilà. Mais Alors. plus tôt on est attentif, plus tôt on va vers. Et je dirais que là-dessus, il y a une leçon que Guy Corneau nous a donnée, que le réseau, que Homme Québec ramène depuis toutes ces années, c'est de dire, on est entouré d'hommes qui sont sensibles, qui vivent des réalités difficiles, et si ils ont de la difficulté à s'ouvrir, nous, il faut qu'on fasse des pas, qu'on aille vers eux. Fameuse chose que je disais tantôt, comment vas-tu? Je suis inquiet pour toi ou j'ai le goût de savoir comment tu vas. Et si chacun d'entre nous, on se tourne autour de nous puis on regarde les hommes qui auraient peut-être besoin d'un petit 5 minutes pour parler, pour se rendre compte, ouais, effectivement, il y a des affaires que je vis difficilement en ce moment. Ça Il faut se changerait donner le beaucoup de temps, choses. d'ailleurs. Quand on pose la question, il faut avoir le temps d'écouter la réponse. Absolument. Et quand on est plus proche d'un autre homme, par exemple, faire un câlin de plus de 20 secondes, ça peut être impressionnant comment ça déboulonne un homme, ça ouvre. C'est impressionnant. Ouais. La statue se met à branler. Oui, exact. On a le droit, là. Ah ouais, Absolument. certain. On demande avant le consentement. Oui, quand même. exact. Oui. Je sais jamais, là, on est en 2024. Hey, Richard Turcotte, merci beaucoup. Merci à toi. Porte-parole d'Homme Québec, animateur à Salut Bonjour Week-end. On te regarde, bien sûr, tous les week-ends. Merci beaucoup, Pierre Lheureux. Félicitations pour votre prix. Merci. Vous contribuez beaucoup depuis tellement d'années au bien-être des hommes et à la masculinité positive, par opposition à celle qui fait du petit dommage dans la tête de nos plus jeunes. Pierre Lheureux, donc chercheur, travailleur social, qui enseigne également l'intervention psychosociale à l'Université de Montréal. Merci beaucoup d'avoir été là tous les deux. Merci Je trouve à que toi. ça fait du bien d'entendre des belles choses sur nos hommes qu'on aime. Merci, Isabelle. Hein, vraiment. À tout de suite, tout le monde. Hey, après la pause, je reçois une icône de la musique. Sincèrement, je me peux plus. Pag. Pag! Pag, t'es-tu impressionné? Je reste, je pense. Voilà. Pagliaro, Michel Pagliaro, qui est avec nous, mesdames et messieurs, dans pas long.